L'industrie automobile française est en feu. On entend ces mots partout. Crash, chute historique, disparition. Et les faits, bruts, semblent donner raison aux prophètes de malheur. Regardons-les en face. Une production nationale qui s'effondre de 63% depuis 2004. La France, autrefois sur le podium, est aujourd'hui le 12e producteur mondial, à égalité avec la Turquie. Un déficit commercial automobile qui s'est creusé de 125 milliards d'euros en 6 ans et qui fonce vers un nouveau record de 20 milliards rien que pour 2025. Pendant ce temps, les usines de Stellantis, ce géant qui possède Peugeot, Citroën et DS, se mettent en pause forcée. Sochaux, le berceau historique, tourne au ralenti. Poissy et Mulhouse sont à l'arrêt. Le coup de grâce? Un rapport du Sénat français, publié il y a quelques jours, qui sonne l'alarme. Le mot est lâché. Risque de disparition pure et simple. Pour les sénateurs, si l'Europe maintient l'interdiction de vendre des voitures thermiques en 2035, l'industrie française suivra le chemin de la sidérurgie. Un glorieux souvenir, un fleuron national devenu un musée. La photo est sombre, très sombre. Mais, pendant que Paris s'inquiète et que les politiques s'agitent, dans les usines du nord et de l'est de la France, une révolution silencieuse est en marche. Tout le monde parle du crash. Très peu parlent de la contre-attaque. Alors, ce que nous voyons, est-ce l'agonie d'un géant ou est-ce une mue, une transformation incroyablement douloureuse, certes, mais nécessaire pour survivre au 21e siècle? Pour le savoir, il faut arrêter de regarder les rapports politiques et ouvrir le capot de ce que préparent vraiment les deux piliers français, Renault et Stellantis. Commençons par ce qui fait mal. Pourquoi ces usines s'arrêtent-elles? C'est l'arbre qui cache la forêt. Prenons Sochaux, l'usine historique. La direction invoque des pénuries de composants, notamment des batteries pour les hybrides et des boîtes de vitesse. C'est un problème de chaîne d'approvisionnement, un mal qui ronge toute l'industrie mondiale. C'est conjoncturel. Mais Poissy et Mulhouse, c'est plus grave. Ils s'arrêtent parce que les voitures qui y sont produites ne se vendent plus. Et c'est là que la vieille information prend un sens nouveau. Ce n'est pas juste un crash, c'est une obsolescence programmée. Le malus écologique français, devenu une véritable punition fiscale en 2025, achève les derniers modèles thermiques rentables. Un Français qui veut acheter une simple 3008 ou 5008 thermique doit payer des dizaines de milliers d'euros de taxes. Le marché s'est contracté de 20% depuis le COVID. Les Français n'achèteront plus de voitures parce que les prix ont explosé et que l'offre thermique est punie. Ce que le Sénat décrit comme un crash, c'est en réalité une destruction créatrice, un concept cher à l'économiste Schumpeter. L'ancien système doit mourir pour que le nouveau puisse naître, et le nouveau, il se prépare. Regardons chez Renault. Le plan s'appelle Renaulution. Luca de Meo, son patron, n'a pas essayé de sauver les meubles. Il a décidé de repartir d'une feuille blanche. Il a fait quelque chose de radical. Il a scindé Renault en deux. D'un côté, l'héritage thermique. De l'autre, une entité séparée, une sorte de start-up interne, agile et focalisée, Ampère. C'est l'arme de Renault dédiée à 100% aux véhicules électriques et au software. Pourquoi cette séparation? Pour attirer les talents de la tech, pour avoir la vitesse d'un Tesla et pour être valorisé en bourse comme une entreprise de technologie, pas comme un vieux constructeur. Et l'arme fatale d'Ampère, c'est elle, la nouvelle Renault 5 U-Tech électrique. Ce n'est pas juste une voiture, c'est un symbole. C'est la nostalgie au service du futur. Mais le plus important n'est pas son look, c'est où elle est fabriquée. Elle est assemblée en France, à la manufacture de Douai. Pas en Turquie, pas en Slovénie, en France. Douai fait partie d'un pôle industriel gigantesque que Renault appelle Electricity. Ce pôle regroupe les usines de Douai, Maubeuge et Ruitz et doit devenir le plus grand centre de production de véhicules électriques d'Europe. C'est la réponse directe et massive à la délocalisation que tout le monde dénonce. Technologiquement, la R5 est la première à utiliser la nouvelle plateforme AMP Air Small. Elle est conçue dès le départ pour être rentable sur des petits véhicules, avec un objectif de prix d'entrée agressif, environ 25 000 €. C'est la réponse directe aux citadines chinoises, et ce n'est que le début. Ampère prépare la suite. La nouvelle R4, Renault 4EV, et la future Twingo, Legend, à moins de 20 000 €. C'est une offensive complète sur le segment B, le cœur du marché européen.
La preuve que ça marche? La R5 E-Tech vient d'être élue voiture de l'année 2025. Care of the Year 2025. C'est une validation énorme. Renault ne subit pas. Renault met le paquet sur une stratégie claire, des icônes réinventées, électriques et produites en France. Maintenant, passons chez Stellantis, le paquebot dirigé par le redoutable Carlos Tavares. Là, l'histoire est plus complexe. On entend les mauvaises nouvelles, les arrêts de production et surtout l'annonce d'un investissement massif de 13 milliards de dollars aux États-Unis. Pour un Français, c'est la douche froide. On se dit, il nous abandonne. Mais là encore, il faut regarder plus loin. Les 13 milliards aux USA, c'est pour électrifier les Ram et les Jeep, les vaches à lait du groupe. C'est l'argent gagné en Amérique qui finance la transition en Europe. Le plan global de Stellantis s'appelle Dare Forward 2030. L'objectif est souris clair. 100% des ventes de voitures particulières en Europe seront électriques d'ici 2030. C'est 5 ans avant la date butoir de l'UE. L'arme secrète de Stellantis, ce sont ses nouvelles plateformes, les STLA, prononcées Stella. Il y en a 4. Small, Medium, Large et Frame. C'est une révolution architecturale totale. Concentrons-nous sur la STLA Medium. C'est leur nouvelle plateforme mondiale pour les segments C et D les plus vendus. Elle est conçue pour être la meilleure de sa catégorie, avec une autonomie record allant jusqu'à 750 km. Et devinez où sont produits les premiers véhicules sur cette plateforme? À Sochaux. Le paradoxe de Sochaux est là. L'usine en crise de Sochaux, celle qui s'arrête, c'est précisément celle qui est en train de basculer de l'ancienne plateforme EMP2 à la nouvelle plateforme STLA Medium pour fabriquer les tout nouveaux Peugeot E3008 et E5008. Les arrêts de production ne sont pas le signe de la mort de l'usine. Ce sont les douleurs de l'enfantement d'une ligne de production ultramoderne et BEV native. Et Stellantis ne s'arrête pas là. Le groupe a aussi investi 160 millions d'euros dans son usine de Rennes, en Bretagne, pour y produire, dès 2025, un nouveau SUV électrique, nom de code CR3, lui aussi basé sur la STLA Medium. Et pendant ce temps, Citroën, avec sa nouvelle EC3, fabriquée en Europe à 23 300 €, lance la première véritable offensive sur le low-cost électrique. Stellantis ne quitte pas la France. Le groupe réoutille ses usines françaises pour en faire la tête de pont de sa gamme électrique la plus avancée. Mais il reste un problème. Le talon d'Achille. Renault et Stellantis peuvent fabriquer les meilleures voitures électriques du monde en France. À quoi bon si toutes les batteries, le cœur du réacteur, viennent de Chine? C'est là que se joue le troisième acte de cette contre-attaque. La bataille des Gigafactories. Pendant des années, l'Europe, et la France en particulier, a été spectatrice. C'est terminé. Une vallée de la batterie est en train de naître dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Il y a 3 acteurs majeurs. Premièrement, ACC Automotive Cells Company, c'est l'Airbus de la batterie, une coentreprise entre Stellantis, Mercedes et Total Energies. Leur première Gigafactory est déjà opérationnelle à Billy-Berclau. Deuxièmement, Envision, partenaire de Renault, qui construit son usine géante à Douai, juste à côté de l'usine de la R5. Troisièmement, Vercor, une start-up française qui construit une usine gigantesque à Dunkerque, soutenue, entre autres, par Renault. Mais pourquoi la France? Pourquoi maintenant? Pour une raison simple, l'énergie. Grâce à son parc nucléaire, la France dispose d'une électricité massivement décarbonée. Et voici le chiffre clé. Une batterie produite en France, grâce à cette énergie bas carbone, a une empreinte carbone près de 4 fois inférieure à celle d'une batterie fabriquée en Chine. Ce n'est plus seulement de l'écologie. C'est un argument marketing et politique dévastateur. C'est une question de souveraineté. Après la crise du Covid et la guerre en Ukraine, la France a compris que les chaînes d'approvisionnement étaient des armes. C'est l'arme qui permettra à l'Europe de justifier le Made in France et de contrer la concurrence chinoise. Ce qui nous amène au point final. Le plus surprenant, le schisme politique. D'un côté, nous avons le Sénat. Il représente les territoires, les vieilles industries, et il voit les 600 000 emplois qui pourraient être détruits par cette transition. Ils sont en mode «
panique et demande chez Dufresne de repousser l'échéance de 2035. Mais que fait le gouvernement français? L'exécutif, il fait l'exact opposé. En octobre 2025, il y a quelques jours à peine, la France et l'Espagne ont officiellement demandé à l'Union européenne de maintenir et de préserver l'objectif de 2035. Vous voyez le schisme? Le Sénat, la vieille garde, tente de sauver le passé. Le gouvernement, la nouvelle garde, parie tout sur l'avenir. Et la France se retrouve même en opposition frontale avec l'Allemagne qui, elle, pousse pour les e-fuels, carburants synthétiques, afin de sauver son industrie premium thermique. La France dit non. Elle pense avoir un avantage compétitif dans le tout électrique grâce à son énergie et ses nouveaux modèles compacts. Le gouvernement français a décidé que la seule façon de survivre n'était pas de ralentir, mais d'accélérer, de forcer la destruction créatrice. Il parie que les usines Electricity de Renault, les plateformes STLA de Stellantis et les Gigafactories de Verkor vont gagner. Alors non, ce n'est pas un crash, c'est un électrochoc. Ce n'est pas une agonie, c'est une course contre la montre. La véritable question n'est plus de savoir si l'industrie française va disparaître. La question est de savoir si cet électrochoc, cette transformation brutale, a eu lieu à temps. Est-ce que la Renault 5 à 25 000 €, la Citroën EC3 à 23 000 € et le Peugeot E3 1008 avec ses 750 km d'autonomie arriveront assez vite pour gagner la guerre des prix et de la technologie que Tesla et les géants chinois comme BYD ont déjà déclenché? C'est un pari fou et il se joue maintenant.